Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Plassard, je suis Senior Insight Analyst pour le Hub Institute. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour une masterclass autour des bonnes pratiques en Small Data. Je tiens à remercier tout particulièrement Qlik et Adobe qui nous ont accompagnés lors de notre réalisation de l'étude Hub Report Data et AI 2022 pour cette étude autour des bonnes pratiques en Small Data. On va voir aujourd'hui deux grandes parties de cette étude qui a couvert différentes bonnes pratiques. Donc, on va surtout aujourd'hui aller voir comment construire une culture data en entreprise, en quoi est-ce important de mettre en place de la data alphabétisation en entreprise. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons plutôt comment réussir à exploiter la data client pour proposer des expériences personnalisées. On commence tout de suite, donc culture data en entreprise, comment développer la data literacy pour tirer profit de ces données. La data, c'est un sujet qui peut être très très large. On a de nombreux acronymes qui sont parfois un petit peu obscurs. C'est des sujets qui parfois peuvent sembler assez techniques, très IT, un peu marketing aussi, mais c'est vraiment quelque chose de très transverse qui va aller toucher l'entreprise dans chaque secteur, chaque métier va se retrouver affecté par la data. C'est pourquoi il est très très important d'avoir une culture data dans son entreprise. Le top management en particulier doit adopter des actions basées sur la data. On voit que pour le moment, ce n'est pas encore complètement le cas. Si on a plus de la moitié des cadres supérieurs qui ont pleinement confiance dans leurs compétences en matière de données, c'est pourtant pas ce qui va driver leurs décisions. Ils vont plutôt prendre des décisions en se basant sur leur intuition et non sur la data. C'est donc vraiment important de réussir à adopter cette culture data pour pouvoir prendre des décisions drivées par la donnée. Les employés sont d'ailleurs seulement 11% dans le monde à avoir complètement confiance dans leurs compétences data. Et 62% des employés reconnaissent que la data alphabétisation est nécessaire pour pouvoir exercer leurs fonctions actuelles. En France, le niveau de compétence des employés dans leurs compétences data, c'est 7%. Donc on a vu 11% dans le monde, 7% en France, des employés qui déclarent avoir une confiance totale dans leurs compétences data. C'est un très faible pourcentage, la data literacy, et pourtant la compétence qui sera la plus demandée d'ici 2030. Effectivement, 85% des dirigeants jugent que la data alphabétisation, donc c'est la capacité des employés à pouvoir lire, comprendre et travailler avec les données, sera aussi essentielle à l'avenir que l'est aujourd'hui la capacité à utiliser un ordinateur. Donc vraiment un élément, une énorme partie qui est essentiel pour pouvoir réussir à développer son entreprise et développer ses compétences pour les différents employés. C'est d'ailleurs ce qu'a pu souligner Valérie Soubiran, qui a travaillé avec nous, avec Qlik, donc sur ce Hub Report, et qui a pu nous donner cette petite formule. La clé de la data literacy, c'est de la formation accompagnée de l'émulation. Effectivement, il faut réussir à former, à upskiller les employés avec des nouvelles compétences sur la data, et puis ensuite réussir à créer des challenges, des contenus, de la rencontre, communiquer pour pouvoir animer cette communauté data dans l'entreprise, pour pouvoir aussi partager les bonnes pratiques. Les employés d'ailleurs qui vont maîtriser la data auront des salaires plus élevés, ils vont pouvoir gagner plus d'argent. Effectivement, on constate que les dirigeants sont prêts à augmenter les salaires des candidats qui ont un bon niveau de connaissance data, et en moyenne, cette hausse de salaire est autour de 26%. Donc c'est quand même une hausse de salaire assez considérable pour des employés data alphabétisés. L'automatisation du travail va également créer de nouveaux métiers, de nouveaux rôles professionnels qui vont apparaître d'ici 2030. Donc que ce soit au niveau du Chief Customer Experience Officer par exemple, du Chief Metaverse, de Head of Gamification, Chief Automation Officer, autant de métiers qui vont vraiment se construire autour de la data et pour lequel il sera essentiel de maîtriser ces compétences. La data, c'est d'ailleurs l'un des 7 chantiers clés que l'on a identifiés au Hub Institute. Les 7 chantiers de la transformation digitale. La data est un pilier essentiel à mettre en place, à développer. C'est une partie clé de votre core business. Attention cependant à ne pas brûler les étapes. Effectivement, on parle beaucoup de big data, d'intelligence artificielle, de robotique, mais parfois, il faut simplement commencer par les choses simples, commencer par la small data qui permet déjà de connaître ses clients et ensuite de pouvoir personnaliser les expériences. La stratégie, la gouvernance. Effectivement, lorsque l'on cherche à mettre en place une stratégie data, il faut d'abord se poser les bonnes questions. Donc, avant même de parler de gouvernance, on va d'abord définir une stratégie. La stratégie, c'est d'ailleurs le premier pilier des 5 S de la Smart Data.
Effectivement, on va commencer tout d'abord par réfléchir sur les cas d'utilisation attendus. On ne va pas commencer la data en se disant on va voir ce que ça va nous permettre de faire. Il faut d'abord commencer à se dire à quoi est-ce qu'on va pouvoir appliquer la data, comment est-ce qu'on va pouvoir, quels sont les pain points que l'on va pouvoir résoudre. Donc voilà, d'abord élaborer une stratégie qui va permettre ensuite de sourcer les données, qui vont permettre d'identifier les sources nécessaires à l'intérieur, à l'extérieur, sélectionner les données qui seront vraiment utiles, spécifier les mesures, les données que l'on va utiliser et ensuite symboliser, visualiser les données pour permettre une prise de décision basée sur la donnée. La stratégie data, ensuite, c'est différencier la gouvernance et la gestion des données. La gouvernance, ça va être vraiment tout l'aspect un petit peu politique qui va inclure l'ensemble de l'entreprise pour garantir la sécurité, la fiabilité des données, tandis que la gestion, ça va plutôt être le côté un peu plus technique de comment organiser, contrôler la data pour la rendre accessible, fiable et opportune sur l'ensemble du cycle de vie. Et là, on va plutôt avoir une gestion de la part des équipes informatiques. La gouvernance de la data, ça va être un socle transverse de votre organisation. Ici, une petite matrice. On aime beaucoup les matrices au Web Institute. Celle-ci, on l'apprécie particulièrement. Elle permet vraiment de visualiser tout le chemin que fait la data dans l'organisation pour devenir des insights, pour devenir matière à la prise de décision. Donc, tout d'abord, avec des sources de la data qui sont assez variées, des stratégies que l'on a vues voilà, pour mettre en place en tout premier pilier de la stratégie data. Ensuite, la collecte de la donnée qui permet ensuite d'aller vers de la modélisation, de l'analyse, du stockage, du nettoyage et l'automatisation des processus qui permet ensuite de vraiment capitaliser sur la data et de l'utiliser dans diverses applications métiers. La gouvernance data, donc 6 grandes étapes clés qu'on peut résumer par ce tableau avec à chaque fois les acteurs pertinents, cohérents pour vous accompagner dans chacune de ces étapes. Donc la collecte, le nettoyage, la modélisation, l'analyse, la visualisation et puis stocker et sécuriser ces sources de données. La gouvernance data, c'est aussi 3 grands types de profils en matière d'analyse et de mesure. Il faut commencer déjà à chercher à recruter ces profils qui va permettre de vraiment affiner votre travail sur la data. Donc au travers du data analyst qui va lui analyser les données qui sont déjà existantes. Le data scientist qui va à partir des mathématiques, des algorithmes, de l'intelligence artificielle réussir à modéliser et à créer des modèles prédictifs pour un petit peu anticiper ce qui pourra se passer grâce à la donnée. Et le data engineer qui va pouvoir coder les outils informatiques, vraiment réaliser l'architecture avec le data architect pour voilà, réussir à repenser le socle technique autour de la donnée. C'est aussi, on l'a vu, voilà, une des étapes clés de la data, c'est vraiment de réussir à nettoyer les données, de pouvoir avoir des modèles, des fichiers qui sont propres, où toutes les données vont être rentrées de la même manière, tous les champs vont être remplis avec des standards. C'est clé pour pouvoir ensuite appliquer des algorithmes, appliquer l'intelligence artificielle, par exemple, pour pouvoir retrouver dans chaque colonne, dans chaque ligne, la bonne information avec le bon format. Valoriser la donnée une fois qu'on a réussi voilà, effectivement, à mettre en place une stratégie, une gouvernance de la donnée. On va ensuite essayer de la valoriser. Valérie Soubiran qui nous rappelait que effectivement, la data literacy va s'appuyer sur des outils de data, d'analytics qui vont permettre de développer l'intelligence active. Il est effectivement essentiel de réussir à valoriser les données dans les entreprises. On constate que presque la totalité des grands décideurs considèrent la data comme très importante ou importante. Voilà, on a 23% qui la considèrent comme très, très importante. Et il va y avoir vraiment des grands bénéfices autour de la valorisation des données, que ce soit en termes d'efficacité opérationnelle interne, d'accroissement de la compétitivité, une meilleure prise de décision, une meilleure collaboration. Mais cette valorisation, elle fait face à plusieurs obstacles, à plusieurs difficultés, notamment du fait d'un manque de ressources en interne qui va être un réel frein pour le développement des projets data. Et on constate que souvent aussi, c'est un manque de connaissances, un manque de compétences sur la gestion des outils qui sont parfois complexes, les outils de la gestion des données. Donc, peu d'organisations sont occupées de solutions qui sont réellement adaptées aux besoins et qui sont à la portée de tous les collaborateurs. La valorisation comporte donc plusieurs obstacles à chaque étape de la gestion. Il faut réussir à surmonter ces différents obstacles pour pouvoir devenir data-driven. Effectivement, devenir data-driven, ça doit être l'objectif de toutes les entreprises. D'ici 2025, presque tous les employés utiliseront naturellement et régulièrement des données pour soutenir leur travail. Être data-driven, c'est quoi ?
Eh bien, c'est se demander comment est-ce qu'on peut utiliser la donnée de manière innovante pour résoudre des problèmes en quelques jours, en quelques heures, en quelques semaines. C'est réussir à automatiser ses activités quotidiennes pour pouvoir passer plus de temps sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, se concentrer sur l'innovation, la collaboration, la communication, et puis favoriser l'amélioration continue des performances avec une culture qui va vraiment être axée sur la donnée et créer des expériences différenciantes. On a eu la joie d'accueillir au Hub Day Data and AI for Business il y a quelques semaines la BPI France accompagnée de IBM qui ont pu définir un petit peu la typologie d'une entreprise data-driven avec 9 piliers, donc que sont bien sûr la data, la prise de décision, la culture des makers, la tech, le client, la vélocité, l'attrait et la fidélisation des talents et la stratégie. Donc tous ces différents piliers qui permettent de construire une entreprise data-driven. Suez nous a également partagé 4 erreurs à ne pas faire pour réussir sa transformation digitale. Effectivement, il ne faut pas penser que la transformation data, c'est une affaire uniquement de technologie. Bien au contraire, ça va vraiment s'infuser dans toute l'entreprise de manière transversale. Il faut donc une bonne acculturation des collaborateurs. C'est aussi une erreur de penser que l'objectif business n'est pas important et que la data va trouver. On le disait tout à l'heure. Il faut d'abord mettre en place une stratégie de la donnée. Voilà, ça va pas venir après. Il faut vraiment partir d'un pain point, réussir à l'identifier et ensuite, à partir de là, construire le projet data. Troisième erreur à ne pas commettre, penser qu'il suffit de recruter des data scientists pour être data-driven. On l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas que les data scientists, il y a plusieurs profils. Il y a aussi le data analyst, il y a le data engineer, le data steward. Vraiment une variété de profils qui vont aider à mettre en production voilà, les différents projets, les différentes stratégies data dans l'entreprise. Il ne faut également pas voir un projet data comme un investissement à mener d'une seule traite. Effectivement, c'est pas un sprint, la data, c'est vraiment un marathon, il faut le mettre en place, ça prend du temps, il faut une bonne organisation en interne, il faut réussir à bien construire son architecture de la donnée pour ensuite avoir des résultats réguliers qui soient aussi lisibles, qui soient un petit peu opérables par tous les collaborateurs et puis permettent de tendre vers un niveau de maturité de l'entreprise et de l'ensemble des collaborateurs. La data science, d'ailleurs, peut aider à concilier les enjeux économiques et planétaires des entreprises. On a eu la joie, sur le Hub Day d'il y a quelques semaines, d'accueillir Equimetrix, qui a partagé comment la data pouvait permettre à répondre aux enjeux de changement climatique, par exemple, notamment dans le milieu de la presse, où Equimetrix permet, en fait, d'anticiper le nombre de ventes des différents magazines et ainsi de réduire les invendus pour économiser du papier. C'est aussi en retail mesurer la dépense énergétique des bâtiments de l'entreprise pour pouvoir ainsi économiser sur le loyer par exemple. Et dans la banque, c'est décarboner son portefeuille de PME et de start-up par exemple avec des bilans carbone d'entreprise qui sont automatisés. Devenir data-driven, est-ce que ça présente des risques? Est-ce que ça présente des opportunités? Alors Valérie Soubiran nous répond que être data-driven, c'est un avantage compétitif et que le vrai risque serait de ne pas l'être. Il faut savoir prendre des décisions plus éclairées avec une meilleure réactivité pour avoir ainsi un avantage compétitif. Et effectivement, la pire des décisions serait de ne rien faire, serait de ne pas adopter ces stratégies innovantes, ces stratégies data basées pour plutôt se dire on va consolider ce qu'on a déjà, on ne va pas innover, on va rester sur notre produit actuel. Ça serait une erreur de ne pas utiliser ces nouvelles technologies, de ne pas s'appuyer sur la donnée. Une bonne manière peut-être d'équilibrer entre le présent et les nouveaux projets, c'est un rythme de changement comme celui qu'adoptent Coca-Cola et Google. C'est le ratio 70-20-10. Donc à 70%, on va déployer, optimiser ce qu'on maîtrise déjà. À 20%, on va tester ce qui a déjà marché ailleurs. Et pour 10%, on va expérimenter ce qui n'a jamais été fait. Voilà un bon ratio pour réussir à développer de l'innovation sans pour autant mettre en péril ses activités actuelles. Deuxième partie donc, de cette masterclass, exploiter la data client. Effectivement, on a vu qu'on pouvait mettre en place une stratégie data, qu'on pouvait la collecter, la valoriser, la sécuriser et l'appliquer ensuite. Donc là, on va voir comment on peut réellement appliquer cette data pour pouvoir mieux connaître son client et personnaliser ensuite les différentes expériences. Une partie du rapport donc Data and AI for Business pour laquelle on a été accompagné avec Adobe. Connaître ses clients grâce à la donnée. Effectivement, c'est là l'usage donc d'une Customer Data Platform qui permet d'offrir de nombreux avantages. Donc d'abord d'avoir une vue à 360 degrés du client, d'avoir des données clients qui vont se transformer en informations qui vont avoir un sens et qui vont être exploitables. C'est aussi la conversion d'informations clients en actions, permettre une communication qui va être hyper personnalisée
au moment opportun, et puis ensuite démocratiser l'accès aux données clients dans l'ensemble de l'entreprise pour ne pas s'adresser uniquement aux collaborateurs qui ont une expertise technique. Voilà, c'est vraiment cette idée de pouvoir s'ouvrir à l'ensemble de l'entreprise pour avoir une vraie data literacy. La CDP permet de définir tous les contours d'un profil client, effectivement, de manière beaucoup plus exhaustive par rapport au DMP ou au CRM qu'on a déjà par ailleurs. Voilà, le CDP, ça permet d'avoir à la fois les données un petit peu d'historique client, ces derniers touchpoints, les derniers sites web visités, son navigateur, ses différents profils, et voilà. Et de l'autre côté, d'avoir aussi toutes les données qui permettent de l'identifier et de vraiment réussir à segmenter le client. Le nombre d'entreprises qui déploient une CDP en 2020 est en hausse par rapport aux années précédentes. Effectivement, en 2020, on avait 29% des répondants qui avaient déjà déployé une CDP. Donc, c'est plus de 1,5 fois le pourcentage de l'année précédente. Donc, vraiment, on voit que de plus en plus, les entreprises adoptent ces nouvelles techniques, ces nouveaux outils pour pouvoir capitaliser sur la data et aussi des investissements qui augmentent. 47% des entreprises planifient d'augmenter leur budget CDP de plus de 25% entre 2020 et 2025. Donc vraiment des investissements qui sont conséquents. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cet intérêt renforcé pour les CDP? Effectivement, ça a l'air d'être en plein essor en ce moment. Pourquoi? La réponse est simple. Avec la pandémie et également tout ce qui s'est passé là, ces derniers temps, on a un véritable essor du e-commerce qui se traduit par une augmentation des données clients. Voilà, l'explosion du e-commerce due à la pandémie et un accroissement du commerce en ligne et donc de nombreuses données qui sont répertoriées et des attentes clients qui sont de plus en plus en hausse. On voit que 60% des consommateurs ont des attentes plus élevées en matière d'expérience en ligne qu'avant la pandémie. Et donc, les entreprises doivent réussir à affiner leurs expériences en se basant non pas sur de la third party data, mais plutôt sur de la first party data qui vont être plus fiables, plus précises, plus solides et qui, de plus, va avoir l'avantage de leur appartenir directement. Et une Customer Data Platform est essentielle pour ces efforts d'amélioration de l'expérience client. C'est ce que disent 73% des répondants. Et d'ailleurs, la CDP Adobe Experience Platform permet d'adresser ces différents défis, permet de proposer une meilleure expérience en accord avec les attentes des consommateurs. Adobe Experience Platform permet donc de gagner du temps en créant des profils clients en temps réel. C'est ce que a pu nous expliquer Dimitri François dans le cadre de notre travail sur le Hub Report Data and AI 2022. Donc voilà, de pouvoir construire, appliquer et suivre le parcours client présente de nombreux défis pour les entreprises, que ce soit en termes de consolidation des données, d'intégration des outils, de transformation de l'organisation, autant de problématiques qui peuvent être adressées par une plateforme CDP moderne et unifiée comme les Adobe Experience Platform. Adobe Experience Platform repose ainsi sur 3 piliers. Donc d'abord de pouvoir consolider et modéliser le profil client, ensuite de pouvoir industrialiser des contenus sur mesure et enfin de mettre la donnée au service de la performance avec des analyses, une capacité à visualiser les différents points de performance, les points les plus difficiles, de manière graphique, donc pour que ce soit lisible par tous. Une autre manière donc de pouvoir affiner l'expérience client, c'est de capitaliser sur les programmes de fidélité. Ça permet aux enseignes de récupérer des données et d'offrir en contrepartie des avantages aux consommateurs. Donc c'est ce que fait Carrefour, mais aussi Casino ou Monoprix. Personnaliser le site, effectivement, une fois qu'on a pu bien définir le profil de son client, on peut ensuite personnaliser les différents touchpoints qu'on va lui proposer, donc notamment sur le site, avec donc des objectifs de recrutement de visiteurs. Donc par exemple avec des pop-up qui vont s'afficher sur le site web, que ce soit chez les pages jaunes, chez Rakuten, chez Toyota, voilà, pour réussir à les engager sur le site et un petit peu accélérer le parcours client. Par exemple, chez Toyota, c'est leur proposer un essai personnalisé avec un modèle de véhicule le plus proche de chez eux. Voilà, l'idée, c'est que dès que le visiteur arrive, il faut qu'il soit engagé, il faut qu'il puisse vraiment avancer dans son parcours pour pouvoir être de plus en plus qualifié. C'est aussi donc transformer ces visiteurs en clients. Donc, par exemple, en personnalisant avec la météo, c'est ce que fait le Club Med, proposer différentes expériences selon où l'on se trouve et selon la météo du moment pour plutôt pousser des destinations au soleil ou des destinations à la montagne. Et chez Allo Pneus, c'est aussi le cas avec des pop-up qui vont aller proposer des pneus hiver lorsque nous sommes en hiver. Et donc voilà, ça permet d'être beaucoup plus approprié, beaucoup plus pertinent sur l'offre et sur l'expérience proposée aux consommateurs.
C'est aussi la personnalisation du site web pour réactiver les clients, réactiver les visiteurs qui sont inactifs, les convaincre de rester sur le site web ou de revenir avec par exemple des emails qui vont leur envoyer le contenu de leur panier en disant vous aviez sélectionné ces produits, vous ne les avez pas achetés, n'hésitez pas à passer votre achat avec des recommandations donc personnalisées et voilà, et des pop-up également qui peuvent se déclencher au moment où l'on quitte la page en proposant un avantage comme par exemple la livraison gratuite. C'est également la personnalisation des campagnes d'emailing et du CRM. Donc l'emailing, ça reste vraiment un marché très très important, 84,2 milliards de dollars d'ici fin 2024. Un ROI qui est assez délirant, donc 34 € pour 1 euro dépensé. Donc voilà, encore un moyen marketing qui reste très prisé et très efficace. Un nombre d'utilisateurs de l'email en France de 60% de la population. Total, ça reste l'outil le plus puissant pour la distribution de contenu au-delà des réseaux sociaux, effectivement. Voilà, 60% de Français qui utilisent l'email. Donc voilà, vraiment un moyen assez performant d'aller toucher les consommateurs. 4 tendances à vérifier, à suivre pour sa stratégie emailing. Donc tout d'abord, l'hyper-personnalisation, savoir ce que ses consommateurs attendent, voilà, ce qui n'est pas possible sans l'analyse de la data. Également l'intelligence artificielle qui va donc faciliter cette analyse de la data, qui va faciliter la personnalisation des emails et d'avoir de plus en plus de données sur les clients et de plus en plus rapidement analysées. C'est également l'agilité, le test and learn pour pouvoir faire des itérations continues, faire du A/B testing par exemple, proposer voilà, différentes expérimentations, différents tests pour voir ce qui fonctionne le mieux. Et c'est aussi bien sûr la confidentialité des données, c'est le cœur du sujet cette année avec voilà, la fin des cookies tiers et de plus en plus de contrôle sur les données personnelles. Et les consommateurs veulent de plus en plus savoir comment les marques vont utiliser leurs informations. Si l'on ne personnalise pas ces emails, on peut avoir vraiment des effets très néfastes dans une campagne marketing. Effectivement, on a ces différentes stats qui s'affichent à l'écran. 68% des consommateurs, des clients vont supprimer automatiquement un email qui n'est pas personnalisé. Ils vont aussi se désabonner, ils vont les classer dans les indésirables, les spams. Ils vont être parfois moins disposés à acheter des produits ou à visiter le site web. Donc vraiment des effets qui sont assez marquants et qu'il faut à tout prix éviter. Et l'intelligence artificielle est un outil qui peut vous permettre d'aider, de faciliter la personnalisation de ces emails en permettant d'extraire plus de données sur les clients en moins de temps. Donc, ce qui permet de diffuser, de rédiger, de restructurer, de personnaliser et puis de nettoyer la donnée. Et pouvoir aussi attirer l'attention du consommateur justement pour ne pas qu'il classe votre email en spam, c'est justement se réinventer, c'est proposer du contenu différent, du contenu original. C'est ce qu'on voit au travers de plusieurs newsletters D2C qu'on a pu identifier. Voilà, c'est de pouvoir réussir à proposer des expériences comme par exemple chaque nouvel inscrit à sa newsletter, c'est un nouvel arbre planté. C'est du contenu qui va être un petit peu différent sur le sommeil, sur le régime alimentaire, sur la pleine conscience. C'est aussi expliquer, donner du contexte autour des produits, par exemple sur le mode de culture de ces produits, partager des lectures, des recettes, voilà, plusieurs idées qui permettent d'offrir un contenu qui va être au-delà simplement du marketing et du côté un petit peu commercial, de vraiment proposer une expérience au travers de sa newsletter. 5 avantages de l'utilisation d'un CRM dans votre entreprise, c'est l'augmentation des ventes et des revenus, c'est une meilleure organisation et communication, une amélioration du service client, la réduction des coûts, et un renforcement des efforts marketing. Et le marché mondial des logiciels de gestion de la relation client devrait atteindre 49,6 milliards de dollars en 2025, donc avec un taux de croissance de 1,7%. Donc voilà, une croissance assez soutenue depuis déjà plusieurs années qui va se poursuivre sur les prochaines années. 8 astuces pour nettoyer sa base de données en CRM. Donc d'abord, réussir à impliquer tous les utilisateurs de la base client, faire une copie de cette base client au cas où, on ne sait jamais. Repenser les champs de sa base client, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut vraiment bien structurer les différents champs, que ce soit bien homogénéisé, que tous les standards soient bien suivis. Supprimer les contacts inactifs, traiter donc les données qui vont être erronées, identifier, supprimer les doublons, normer les champs de la base client, enrichir cette base de données, voilà, pour avoir une plateforme qui va être de qualité. Alors CRM, CDP, CMP, mais on parle aussi de CSP, Customer Success Platform, qui vont permettre aux équipes d'avoir une vision globale de leurs clients sur tous les points de contact pour réussir à redonner aux équipes de Customer Success le contrôle de leur propre agenda, de driver plus de CA et permettre vraiment de passer d'un mode réactif à un mode proactif
donc grâce à ces données. Marketing automation, effectivement, lorsque l'on a pu mettre en place des emails qui vont avoir des contenus plus attractifs, qui vont être personnalisés, on peut ensuite automatiser certaines actions avec le marketing automation, donc pour envoyer des emails automatiques et ciblés qui vont être envoyés au bon moment, déclenchés donc par des actions précises des utilisateurs. Par exemple, lorsqu'un utilisateur a placé un article dans sa wishlist et que cet article est maintenant soldé, un email peut venir automatiquement le prévenir que c'est peut-être le moment d'acheter ce produit. Le CRM et le marketing automation, alors il y a des points communs, mais il y a aussi des différences. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Le marketing automation va vraiment plutôt aller sur l'automatisation des communications marketing. Il n'y a pas de gestion individuelle de chaque contact. On va plutôt avoir une segmentation qui va être dynamique des contacts, qui va permettre ensuite de cibler, d'envoyer des campagnes, que ce soit par email, par SMS, sur les différentes publicités Facebook par exemple. C'est moins cher également qu'un CRM. Pour devenir plus agile et acquérir une connaissance forte de sa base client, la Fnac Darty a internalisé son marketing automation, effectivement, avec l'objectif de générer du CA, d'optimiser les dépenses, de gagner en efficacité, ce qui a permis donc après d'arriver vraiment à l'automatisation, la personnalisation des campagnes pour gérer la pression commerciale, donc grâce au marketing automation internalisé chez eux. Alors ça se fait pas en quelques mois, c'est vraiment un projet qui a pris du temps à se dérouler. Depuis 2015, le projet a été lancé et puis ensuite il est vraiment venu à jour en 2019. Donc voilà, plusieurs étapes qu'il faut retravailler, faire évoluer constamment pour pouvoir délivrer une expérience client toujours plus fluide. Et l'intelligence artificielle, ça va vraiment être un outil clé dans tout ce travail pour pouvoir réussir à transformer le CRM en pouvant aider les différentes équipes commerciales pour passer plus de temps sur les clients et au lieu de saisir des données, pouvoir avoir des demandes clients qui vont être anticipées, vraiment anticiper les différentes demandes pour apporter la bonne réponse au bon moment, prédire les incidents avant qu'ils ne se produisent, rentrer en contact avec chaque client au moment idéal, de manière ciblée et pertinente, avec un contenu qui sera adapté. Et puis ensuite, au niveau du DSI, de pouvoir développer des applications prédictives intelligentes plus rapidement, démocratiser, accélérer la création grâce à l'intelligence artificielle. Alors, c'est effectivement un outil qui a beaucoup de potentiel, mais pour le moment, les utilisateurs du CRM n'ont pas encore vraiment expérimenté ce potentiel. On voit que 91% des utilisateurs de CRM ne font pas encore complètement confiance à l'intelligence artificielle pour gérer les relations avec les clients. Et ils ne peuvent pas encore, à 49%, identifier concrètement comment l'IA peut améliorer le CRM en leur entreprise. Donc il y a un petit peu de travail d'acculturation, de formation, d'upskilling à faire à ce niveau-là. Et ça se retrouve ensuite par le service et le support client. L'intelligence artificielle est de plus en plus développée sur de grands nombres de touchpoints et de canaux de communication. Donc par exemple, on a la voix qui se développe de plus en plus, donc avec plusieurs entreprises qui ont leur device, que ce soit le HomePod, Amazon Echo, Google Home, Microsoft avec Cortana et également Bixby pour Samsung. Et de nombreux points de contact, donc que ce soit avec la FAQ qui permet au travers d'un live chat parfois aussi de pouvoir discuter en direct avec le client, apporter une solution rapidement. Le chatbot qui va être géré par l'intelligence artificielle justement pour pouvoir aussi générer de la donnée, pouvoir converser avec le client et puis apprendre des différentes questions pour pouvoir apporter des solutions toujours plus efficaces. Et puis bien sûr les réseaux sociaux, on a de plus en plus l'habitude maintenant d'envoyer des messages privés aux entreprises pour pouvoir solutionner les différents problèmes. Ces différents canaux de communication et de service client demain vont encore plus s'élargir avec peut-être l'arrivée du metaverse. Peut-être que bientôt on communiquera directement auprès des avatars, on rentrera directement dans un espace en AR, en VR pour pouvoir résoudre ces problèmes. Donc c'est autant de différents canaux qui vont venir s'ajouter à tous ceux qui existent déjà et qui sont déjà bien nombreux. Gérer un service client multiplateforme, multicanal, ça peut être parfois compliqué, mais Adobe Experience Platform vous permet d'apporter une réponse rapide et pertinente et via le canal du choix de votre client, qui permet donc de relever ce défi d'une expérience client suivie de bout en bout. Je vous invite à télécharger la version complète du Hub Report consacré au Small Data. Vous y retrouverez donc 7 tendances analysées en détail, donc au-delà des 2 qu'on a pu voir ce matin ensemble, 250 slides d'insight,
beaucoup de cases inspirants et puis le résumé du update du 17 et 18 mai qu'on a pu vivre ensemble à la Maison de la Mutualité. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine masterclass. Et puis un merci tout particulier à Qlik et à Adobe pour notre collaboration sur ces Hub Reports. À bientôt!